À la page 51 du chapitre 10 de mes notes de cours, on va résoudre la situation 3 de la section 2.6 de Séguin qui s'intitule « La dynamique des systèmes ». Donc, on a un système plus complexe composé de plusieurs parties et on va utiliser tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant là, dans le domaine de la dynamique. On peut lire la donnée du problème à la page 244 de Séguin. Puis j'ai inclus la question instantanée 2 aussi, qu'on pourra lire à la page 246. On s'arrête quelques instants pour prendre connaissance de la première partie du problème. Après une première lecture de la situation 3 unique, on s'aperçoit qu'on n'aurait pas besoin de deuxième lecture, il n'y a aucun chiffre. Les problèmes que les étudiants aiment, des problèmes sans chiffre. C'est pour ça que j'ai joint immédiatement la question instantanée 2 à la suite. Là, la question instantanée 2 nous dit de refaire le problème en mettant telle valeur dans nos paramètres. Mais il reste que depuis le début de l'année, je résous toutes mes situations, toutes mes problématiques sans chiffre. Donc on va le faire, encore une fois. Même si on me donnait dans la question instantanée 2 la valeur de la masse A, donc la jaune qui était là, la valeur de la masse B, la verte qui était là, puis la valeur de la masse rose de 1 kg qui était ici. Évidemment, le dessin fait partie de la donnée du problème. Je ne peux pas résoudre un système si je ne sais pas comment que le système est interrelié au niveau de ses composantes. Donc, le dessin sera toujours fourni. Évidemment, il n'y aurait aucune flèche dessus, là, aucun vecteur. C'est déjà des ajouts que j'ai faits. Évidemment, pour différencier mes différentes choses, je vais utiliser des indices là, quand je vais référer justement au bloc A, B, C. Hein, on continuait la lecture, on nous disait qu'il n'y avait pas de frottement dans la poulie. Donc, je l'ai mis en rouge différent. C'est quand même pas une donnée que j'aurais exigée obligatoirement. C'est juste, on va savoir qu'on fait le problème sans qu'il y ait de frottement à cet endroit-là. Qu'on fait le problème avec les masses des cordes égales à 0 kg. Donc, les masses des cordes sont négligeables. Ça nous permet de dire que les tensions sont égales aux deux extrémités. Que la masse de la poulie est égale à 0 aussi. Donc, ça ne rentre pas en jeu dans le problème. Évidemment, ça me demande de définir d'autres indices. Là, on voyait P pour poulie. Puis j'ai deux cordes. Ça, tantôt, il va falloir que je différencie les tensions dans les deux cordes. Donc déjà, mon C était pour bloc C de toute façon. Donc j'ai pris 1 pour corde 1, puis 2 pour corde 2. Dans la question instantanée, on me donnait l'angle du plan 60 degrés. Fait que moi, j'appelle ça l'angle de X. Quoique, vous allez voir, mon X, c'est le pointillé qui est dessiné en arrière. Okay? Mon axe des X part d'ici, tourne et s'en vient jusqu'ici. Je vais faire le problème comme si on avancerait sur une ligne. Donc en une dimension quasiment, sauf au niveau ici que je vais mettre une deuxième dimension quand je vais en avoir besoin. Mais pour moi, j'avance sur l'axe des X. Le 60 degrés, ben, c'est quand même l'angle que fait cette diagonale-là avec l'horizontale. On me donnait aussi le coefficient de frottement entre toutes les surfaces. Donc quand il y a du frottement. Sauf que le seul endroit où je l'ai écrit, c'est ici. Le seul endroit que je vais le considérer, ça va être entre le bloc A et la surface. Si ça, c'est parfaitement horizontal, il n'y a pas de frottement entre B et la surface, entre C et la surface. Pour qu'il y ait du frottement, il faut qu'il y ait une force normale, parce que nos coefficients, on les multiplie par la force normale. Si c'est parfaitement horizontal, il n'y a pas de force normale, les blocs ne forcent pas sur la surface. Évidemment, les situations idéales, c'est pas très facile à réaliser en expérimentation sur un dessin. Je peux bien dire que c'est parfaitement horizontal et qu'il n'y a aucune force, donc aucun frottement, mais vous comprendrez que on sait des simplifications des hypothèses qu'on fait. Bon, dans la situation 3, on me demandait clairement de trouver l'équation pour déterminer l'accélération des trois blocs. Ben pour moi, l'accélération, c'est une corde, c'est pas un élastique. Hein? Fait que le bloc A, quand il va avancer d'1 mètre, ces deux-là vont avoir avancé, descendu d'1 mètre. Là. Donc, si j'ai fait 1 mètre en une seconde, les autres aussi ont fait 1 mètre en une seconde. Puis s'il y a une accélération de 0.5, ben, tous les blocs ont une accélération de 0.5 sur mon axe des X imaginaires que j'ai mis là. Donc, ils ont tous les trois la même accélération. À la fin de la situation, on nous disait là, que dans cette situation-là particulière, B et C avaient le poids suffisant, en tout cas, pour faire descendre le bloc vers le bas. Évidemment, ça veut aussi dire que les accélérations individuelles de chacun des blocs sont égales. Je reviens sur le point intéressant que je viens de mentionner, dire que les blocs A et B étaient suffisants, C et B étaient suffisants pour faire descendre, puis que le bloc A allait monter. Pourtant, B et C pèsent 3 kg, puis A pèse 3 kg.
Donc, si je les mettrais parfaitement à la verticale des deux côtés de la poulie, ce serait un système à l'équilibre. Comment ça se fait qu'il n'est pas à l'équilibre présentement? Ben, c'est que les 3 kg qu'il y a ici, on n'est pas obligé de tirer 3 kg. Le plan incliné en tient une partie. Donc, dans le fond, A est plus léger pour B et C parce qu'il est sur un plan incliné. Intéressant comme phénomène. Dans la question instantanée 2, on nous mettait des chiffres, on nous demandait encore l'accélération, mais on nous demandait également quelle est la tension dans la corde 1 et la tension dans la corde 2. On va compléter le dessin. En soi, c'est tout un défi. Il va y avoir du stock sur ce dessin-là. Les 3 masses, ça c'est facile. On rajoute un petit M à côté des masses. Bon, les zéros, on les illustre pas. Le delta X il était déjà montré ici. Le coefficient de frottement est déjà montré. L'accélération, ben, à côté de chacun des blocs, j'ai dessiné un petit vecteur accélération et il a la même longueur. Dans mon cas, j'avais mis 5 mm de long. Les 3 vecteurs ont la même longueur puisque les 3 blocs vont accélérer de la même façon. Les forces de tension dans les cordes, donc j'ai décidé d'appeler la corde ici la corde 1. À ces deux extrémités, la corde va tirer. Étant donné qu'elle est de masse négligeable, elle va tirer avec la même tension aux deux extrémités. Donc j'ai mis un vecteur ici et ici de même longueur. Et je l'ai appelé d'un côté FT1 et de l'autre côté moins FT1. Rigoureusement parlant, on pourrait me dire ça ne respecte pas l'algèbre vectorielle, monsieur, parce que le vecteur moins FT1 devrait être l'inverse de lui. Ça devrait être moins FT1. C'est vrai, sauf que mon axe des X avance comme ça. Fait que sur l'axe des X, lui est 100% positif, fait avancer, puis lui est 100% négatif, qui est l'inverse de l'autre. Par rapport à l'axe des X, je dois dire que je respecte mon algèbre vectorielle. FT2, ben, c'est le petit vecteur que j'ai mis ici. Sur vos dessins, ils ne sont peut-être pas dessinés tout à fait pareils. Donc, la corde tire sur le bloc B. Fait que j'ai mis FT2. Puis là, ça tire dans le sens positif de l'axe des X, tandis que je vais l'avoir appelé moins FT2 parce qu'il tire sur le bloc dans le sens négatif de l'axe des X. C'est un problème de force. Je vais ajouter toutes les forces qu'il y a dans le problème. Donc, la plus facile, c'est le FG sur chacun des blocs. Je pense que je l'avais oublié dans vos dessins. Puis surtout, quand je les ai rajoutés, ben, je les ai mis proportionnels. Lui est 1 de long, lui est 2 de long, parce que ça représente un vecteur 2 fois plus long, puis lui est 3 plus long, parce que, évidemment, le FG est proportionnel au 1, 2, 3 qu'on a ici. Donc, je passe sur ma liste des forces. Force gravitationnelle a été mise, force de ressort, il n'y en a pas. Force normale, j'ai dit qu'ici, il n'y en avait pas, parce que si c'est parfaitement à la verticale, il n'accote pas sur le mur, il ne pousse pas sur le mur. Ici, lui, il pousse un peu sur le plan incliné, donc je vais avoir une force normale ici. On a un coefficient de frottement. S'il y a une force normale, il va avoir une force de frottement, puis ça va me ralentir. Si l'objet est en déplacement vers l'avant, ça va me ralentir dans cette situation-là. Ça commence à faire du vecteur, c'est notre petit dessin. En plus, pour moi, la partie bloc A sur ce plan-là, c'est bloc A sur plan incliné. Donc, ma stratégie, c'est de dire ce vecteur-là, je ne l'aime pas par rapport à un plan incliné et je voudrais le remplacer par une composante parallèle au déplacement puis une composante perpendiculaire au déplacement. Donc, j'ajoutais deux vecteurs, j'effacerais mon FGA puis je mettrais deux vecteurs à la place. Un qui est parallèle au déplacement puis un qui est perpendiculaire au déplacement. Le plus compliqué des fois, c'est de retrouver notre angle du plan incliné X. Cela fait appel au théorème des écarts. Je vais essayer de vous le montrer en utilisant mon petit angle que j'ai amené ici. Le 60 degrés, c'est l'angle... Excusez. Le 60 degrés, c'est l'angle du plan incliné là, que j'ai ici. La ligne bleue est sur mon pointillé. C'est aussi sur le coin qu'on a ici. Et évidemment, c'est sur le coin que j'ai ramené ici en bas de mon triangle. Si je fais tourner, fait que regardez la ligne bleue, regardez la ligne verte, si je les fais tourner de 90 degrés, la ligne bleue est rendue ici, puis la ligne verte est rendue là, regardez, ça tourne de 90 degrés. Regardez juste la ligne verte, elle tourne de 90, puis la ligne bleue tourne aussi de 90. Donc, si j'avais θx au départ, puis que je fais tourner les deux de 90 degrés, j'ai encore θx. Donc, je retrouve mon θx à cet endroit-là, puis angle opposé par le sommet, j'ai à nouveau θx en haut ici. Ce qui permet après ça de définir assez facilement mes deux composantes, là, FG perpendiculaire et parallèle. Pour la suite du problème, malheureusement, et que vous allez me détester, j'ai changé
mon développement avec un étudiant. Mais c'est tellement plus clair. C'est comme ça. Hein? Mais vous êtes chanceux, il n'en change pas tant que ça cette année. Là, 3 ans, 4 ans, j'en changeais souvent. Mais là, chaque fois que je donne des explications, pas chaque fois, mais de moins en moins souvent, je devrais plutôt dire, et ça arrive encore quand même que je change la façon que j'ai présenté le problème parce que je trouve ça bien plus facile à comprendre et à faire. Je m'étais mal parti à l'époque. Des fois, c'est parce que je suis les explications de Séguin. Moi, j'ai plutôt tendance à aller chercher mon premier point d'interrogation, dire je cherche une accélération, puis c'est l'accélération autant des 3 blocs. Ben, par réflexe, je ferais le problème, parce que je cherche une accélération, c'est F est égal à MA, c'est dans cette série-là, mais je le ferais sur le système au total. Pour avoir l'accélération, je verrais mon système comme un tout qui bouge ensemble. Toute cette chose-là. Donc, je fais la 3e loi de Newton, mais sur le système au complet. Donc, je vais prendre toutes les forces qui agissent sur le système, quoique il y a des forces internes qui vont s'annuler. Fait que je vais commencer par en bas ici, puis je vais remonter vers la fin. Ben, FGC entraîne tout ça vers le bas, donc, puis vers le sens de l'axe des X, parce que je fais ça selon l'axe des X. Donc, FGC contribue positivement. FT2 ici ralentit le bloc C. Donc, ça a une contribution négative. Quoique, quand je continue d'étudier le système, FT2 tire sur le bloc B, contribue positivement. Dans le fond, c'est des forces internes qui vont s'annuler, puisqu'il y en a une qui est moins puis une qui est plus. Je continue. J'ai le vecteur FGB ici, la force gravitationnelle du B, elle, contribue à faire descendre tout ça. Et j'ai la tension de la corde vers l'arrière ici qui contribue à ralentir le mouvement, donc moins FT1. Je tourne dans mon système. Après ça, FT1, elle tire sur le bloc A. Mais ça, c'est des forces internes qui vont s'annuler. On continue. J'ai la force de frottement qui me ralentit, donc moins force de frottement. On continue. J'ai la force gravitationnelle, mais que j'ai séparée en deux, rendue en bas ici. Elle ne contribue pas, puis la force normale ne contribue pas, sont perpendiculaires. J'ai la partie parallèle qui va contribuer, puis elle me ralentit, donc un moins, est égal à M. Mais là, mon M, j'ai fait ça sur le système au total, donc c'est MA plus MB plus MC, puis ça va me donner mon accélération totale, l'accélération du système, qui est également l'accélération individuelle de chacun des blocs. Après ça, je vais isoler mon point d'interrogation que je cherche. Je cherche l'accélération, donc je vais faire accélération est égale à... Ceux-là s'annulaient. Il n'y a pas de signe moins, donc ça va rester de l'autre côté également. Donc j'ai FGC moins, plus FGB moins FF moins FG parallèle. Divisé par le terme qu'il y avait ici, MA plus MB plus MC. Je vais le réécrire 2 fois. Peut-être la meilleure façon, c'est de réécrire juste ce qui est différent. De réécrire peut-être l'égalité au départ, là, puis de réécrire juste ce qui est différent. Parce que là, je vais développer ce terme-là. Il y a une loi qui nous dit ça, c'est du frottement. C'est du frottement cinétique. Les deux surfaces sont en mouvement, glissent l'une par rapport à l'autre. Donc, c'est du frottement cinétique à cet endroit-là. Mon FF, je le remplace par frottement cinétique. Donc, je viens d'appliquer un concept de physique. Puis le FG parallèle, c'est plus un concept de géométrie que je vais faire. Mais dans le fond, il va être égal au FGA. Triangle rectangle ici, c'est le côté opposé à l'angle de mon triangle rectangle. Donc, ça va être moins FGA sin de l'angle θx. Et en dernière ligne, c'est vrai, j'ai remplacé aussi, j'ai appliqué un autre concept de physique. Toutes les FG, je les ai remplacées par des M fois le G. Donc ici, il y a peut-être moins de différence. Là, il y a FC que je remplace par la formule. Il y a une formule pour calculer un frottement cinétique. C'est μc fois la force normale. La force normale A, la force normale qui est ici sur le bloc A. Puis ça, à la fin, ça reste pareil, quoique cette fois-ci, j'ai rajouté aussi FG. J'avais un nouveau MG, je l'ai séparé en MA fois G. Et c'est intéressant, là, je ne l'ai pas réécrit, j'aurais pu réécrire avec tous les chiffres connus. Dans le fond, le seul problème que j'ai, c'est la force normale A qui est ici. Si je veux obtenir cette force normale-là, là, je suis obligé de regarder, me trouver un autre outil, une autre stratégie. La force normale A, c'est ça que je veux obtenir. Là, je ne peux pas refaire la physique sur tout le système. Je tournerai en rond. Il faut que je décide d'appliquer la physique, exemple, sur le bloc A, selon Y, pour faire apparaître la force normale A. Donc, je vais appliquer sur MA. Je vous rappelle, ce ne sont pas en rose différent de dire sur quel objet, sur quelle partie, surtout quand on est dans la dynamique des systèmes, un système étant plusieurs sous-systèmes, il faut dire sur quoi qu'on applique la physique. Donc là, je vais appliquer la somme des forces en Y sur MAY.
J'ai dessiné mon axe des Y à cet endroit-là. C'est un axe des Y qui suit les objets, qui serait toujours vers l'extérieur si on veut, mais dans le fond, c'est le seul endroit où je vais l'appliquer, c'est ici. Évidemment, c'est égal à 0, parce que l'objet ne se déplace pas, il avance sur l'axe des X, puis ne bouge pas dans l'autre direction. Donc, ça va être une somme des forces est égale à 0. FNA tire dans le bon sens, puis le FG perpendiculaire tire dans le sens négatif. Donc, lui tire dans le bon sens. Il faut oublier que ce vecteur-là existe, mais qui a été décomposé en deux vecteurs. Donc, c'est celui-là qui devrait être en arrière ici, et qui tire dans le sens négatif, est égal à 0. Donc, la force normale va être égale. Puis le FG perpendiculaire, mon moins est rendu en avant ici. Puis le FG perpendiculaire, ben lui, il est du bon côté de l'angle. Donc, c'est le côté adjacent. La formule trigonométrique, c'est le cos de θx qui apparaît à cet endroit-là. FGA, je peux remplacer ça par MA fois G. Et ça me donne ma formule pour FNA qui va être égale à MA fois G fois le cos de θx. C'est ma deuxième équation. Et elle, c'est tous des chiffres connus aussi. Je pourrais calculer un chiffre, une valeur à cet endroit-là. Je n'y ai pas fait parce qu'en première situation, on nous demandait vraiment une formule. Mais je vais te ramener cette chose-là dans la première équation. Donc, je réécris totalement la première équation, sauf qu'à l'endroit où j'avais FNA, j'ai réécrit ça à la place. Un peu long à faire, mais c'est quand même possible de le faire. Et c'est une bonne réponse. Si le client n'a pas d'exigence particulière, c'est une formule qui permet de calculer A, B, C. C'est sûr que c'est peut-être intéressant de mettre le G en évidence. Il y a du G partout en haut. Donc, je pourrais sortir le G de tous ces termes-là. Ce que j'ai fait probablement sur la ligne suivante là, pour ressembler à ce que Séguin avait dans son livre. Et ça m'éviterait de faire x 9.8 toujours sur ma calculatrice. Quand que je mets mes chiffres, ben, je n'écris pas 1 fois 9.8, 2 fois 9.8, puis 3, etc. Là, vous comprenez le principe. Et je rentre ça dans une calculatrice, j'obtiens la réponse finale.